Bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité. Effectivement, donc j'ai proposé comme titre Écologie et modernité, respect de la nature et diversité culturelle. Vous comprendrez le titre après. Hein, il me semble, si vous voulez, que c'est une sorte d'évidence, en tout cas partagée par tout le monde ici. La fin du XXe siècle se caractérise par une modification profonde du rapport à la nature. Bien. Modification profonde du rapport à l'animal qui est plus tardive d'ailleurs, me semble-t-il. Depuis une dizaine d'années, dans n'importe quel restaurant, vous avez des menus végétariens, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. En fait, donc cette question renvoie à deux attitudes. La première, et c'est ce que je voudrais faire en une première partie, essayer de caractériser cette mutation. C'est facile de dire une mutation, mais parce qu'en plus, c'est une mutation plurielle. Il me semble que si on analyse la situation contemporaine, on peut relever au moins 4 attitudes différentes en situation contemporaine, qui ne simplifient pas les relations et qui ne simplifient pas des négociations au niveau politique, bien entendu, parce qu'il y a un problème de... Donc il y a une explicitation des différents types de rapports à la nature qui me paraît une première étape importante et qui prendra une grande partie de mon exposé. Mais pour beaucoup, si vous voulez, ce problème d'un nouveau rapport à la nature n'est que l'expression d'une crise beaucoup plus profonde qu'est la crise de la modernité. La modernité, c'est pas rien dans nos sociétés. La modernité, c'est le fondement c'est la démocratie, c'est la rationalité. Je ferai ça aussi. Donc, il me semble important, si on veut une réflexion un peu globale sur la problématique écologique et la problématique de la nature, il me paraît essentiel d'intégrer cela comme une des modalités d'une crise de la modernité. Alors, est-ce qu'on doit encore être moderne? Et pourquoi devrait-on encore être moderne? Mais il faudrait savoir ce que ça veut dire être moderne. Donc, si vous voulez, dans une deuxième partie, je vais remettre la problématique du rapport à la nature en perspective d'un rapport à la crise de la modernité. Il y en a un troisième temps, ce sera le moment conclusif. Je défends effectivement le concept de modernité critique, qui est un concept de modernité. Hein. Donc, je verrai un peu quelles sont les conditions. Le concept de modernité critique permet de sortir à la fois de la crise de la modernité, enfin de sortir d'un un soubassement conceptuel, si vous voulez, pour une approche un peu critique à la fois de la crise écologique et de la crise de la modernité. Voilà. Première partie, donc, les rapports humain-nature et les rapports humain-animal. Il a déjà été cité plusieurs fois, Descartes. Hein. Mais une chose qu'on sait trop peu, c'est que Descartes n'est rien sans Galilée. Bon. Que fait Descartes? C'est pour ça que j'ai mis les dates, si vous voulez. 1633, c'est le procès de Galilée. 1637, méditation cartésienne. 4 ans plus tard. La philosophie de Descartes, c'est une réflexion sur la position de Galilée. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'affaire Galilée? Bon, ça, je dirais, c'est la position de Descartes. Je reviendrai sur cet aspect. C'est un élément, pour moi, c'est un élément majeur de la modernité. Hein. À certains égards, quel est le moment déclencheur de la modernité? C'est l'affaire Galilée. C'est le rapport à la vérité dans une société. D'accord? Mais avant de passer à cet aspect, je voudrais revenir en termes plus scientifiques. Que fait Galilée? Galilée, c'est le scientifique. Hein, scientifique, il transforme le rapport à la nature. Pour lui, Galilée, qu'est-ce que c'est que la nature? C'est un système d'objets, et quand un objet a une masse, une inertie, soumis à des forces. Voilà. Autrement dit, Galilée transforme la nature en un système strictement mécanique. Descartes, qui est fasciné par Galilée, mais Descartes, c'est un matheux, hein, c'est un géomètre, Descartes, c'est assez marrant. Mais enfin, il fait une proposition d'une biologie. L'idée de Descartes est de se dire, si on veut faire dans les sciences de la vie ce que Galilée a fait dans la physique, il faut aussi mécaniser le vivant. Il faut partir de l'a priori que le vivant, c'est quoi? C'est un objet, une structure composée d'une matière inerte, organisée de matière complexe. C'est des automates, si vous voulez. Il a des exemples. Hein. Il y a beaucoup d'automates, d'ailleurs, à cette époque. Mais prenez bêtement une horloge, un régulateur, qu'est-ce que c'est? C'est une machine. Hein. C'est un système matériel complexe organisé en vue d'une fin qui est de vous donner l'heure. Mais qu'est-ce que dit Descartes? Si on veut faire une science du vivant,
Eh bien, il faut présupposer que le vivant, c'est ça. Alors, en faisant cela, il instaure un tout autre rapport à la nature. Pourquoi? Ben, si la nature, c'est un système d'objets, hein, si même le vivant est un système d'objets, et dans la perspective cartésienne, on est donc dans le concept d'animal-machine. Descartes va jusqu'à dire, il y a des discussions, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a une certaine Élisabeth qui a découvert avec Descartes. Elisabeth lui dit, mais enfin, mon cher Descartes, tu te racontes n'importe quoi, tu n'as jamais vu un animal, quoi. Un animal qui souffre, ça c'est quand même quelque chose. Descartes lui répond, quand j'entends un animal qui gémit, ça me fait penser à une porte qui grince. Ça manque d'huile. C'est le moteur qui a un bruit. Mais on est dans le mécanique. On est dans le mécanique. Alors, aussi le corps-machine. Le corps humain est dans une même perspective. Et c'est en cela que Descartes a permis d'ailleurs l'expansion d'une recherche en sciences médicales. Hein. Je veux dire, bon, tout ça, on est au XVIIe siècle. Hein, donc, mais n'empêche que c'est la présupposition du système médical actuel. Quelle est la différence entre l'homme et l'animal? Au fond, c'est le même modèle un peu plus compliqué. Il n'y a pas plus de différence entre le chien et l'humain qu'entre la petite Citroën et la grosse, quoi. C'est le même modèle? Non, c'est pas le même modèle plutôt, mais c'est la même logique. D'accord? Bon. Autrement dit, Descartes instaure un rapport à la nature qui est un système d'objets à la disposition de l'humain. Parce que Descartes, comme Matteux et comme pour Descartes, l'humain, ce n'est pas un animal. L'humain, par le langage, a une âme. Bon, ça, c'est une tradition qui remonte à Platon. Je veux dire, le concept d'âme, ça demande une approche un peu plus compliquée que ce qu'on pense. Mais toujours est-il, si vous voulez, que pour proposer une cohérence, Descartes dit l'animal, machine, l'humain, corps, machine, il y a une âme. Et au fond de cette âme, il n'y a que lui qui est respectable. Vous avez là des fondements majeurs de la modernité, d'une certaine manière, puisque même le vivant participe de la machine. On ne respecte pas les machines. On n'est pas dans le registre du respectable. Le seul élément respectable, à certains égards, c'est l'humain. Les droits de l'homme sont là derrière. Hein. Faut pas trop vite mépriser une telle position. Il faut voir aussi, si vous voulez, bon, ça demanderait une approche beaucoup plus large, mais pourquoi voulez-vous que Descartes respecte la nature? J'ai appris encore ce matin, parce que moi, je vais dire là-bas, Mozart, je crois, il a eu 7 enfants, il y en a 2 qui ont vécu. C'est pas Voltaire, c'est Rousseau. On est à une période où on ne se souvient plus de combien d'enfants on a eu. On se souvient de ceux qui sont vivants. Ça veut dire quoi, respecter la nature au XVIIe siècle? Et moi, il faut bien voir aussi le questionnement. Ça veut dire quoi, respecter la nature au XXe siècle? Le tsunami, 200 000 morts en un quart d'heure. Pas mal. Merci la nature. Donc, il faut bien voir, si vous voulez, que la posture cartésienne est la posture fondamentale de la culture européenne ou de la culture occidentale qui se construit sur la présupposition que la nature, c'est une ennemie à vaincre. On est maintenant dans une logique de nature qui serait une amie à respecter. Mais au XVIIe siècle, la nature, c'est une ennemie à vaincre. Et là, on est au niveau d'une structure tout à fait fondamentale de notre culture. Qu'est-ce qui a changé? Et quand ça a changé? C'est un peu court de dire cela. Enfin, 1970, le Club de Rome, halte à la croissance, c'est une traduction française. Halte à la croissance, en 1970. Pourquoi? Je fais un détour plutôt par la science, par les concepts, pour avoir un exposé plus systématique. Mais, donc Descartes, on est au XVIIe siècle, Darwin, on est au XIXe. Que nous dit Darwin? Que c'est l'interaction, et Lamarck aussi d'ailleurs, hein, Lamarck début du XIXe, Darwin après, c'est l'interaction avec l'environnement qui est un des moteurs de l'évolution. Par conséquent, à partir du XIXe siècle, surtout la fin du XIXe siècle, les études naturalistes vont se centrer sur les rapports entre les individus, entre les espèces vivantes et l'environnement. Ça a commencé par le concept de climax, vous connaissez ça mieux que moi,
Mais il me semble qu'un concept tout à fait central, c'est le concept d'écosystème, qui date de Tansley, qui date de 1935. L'ensemble des interactions des diverses espèces vivantes entre elles et avec l'environnement physique. Le concept d'écosystème est un concept très intéressant. Ne fût-ce que parce qu'il intègre le concept de système. La nature fait système. Il y a système, une espèce elle-même est déjà un système, il y a des interactions entre les espèces, et les interactions des espèces avec le système physique font encore système. Donc on est dans une première approche, au moins conceptuelle, d'approche complexifiante du rapport à la nature. Alors bien entendu, je ne vais pas faire un historique de ça, mais il y a les cycles, le fameux cycle de l'azote, du phosphore et compagnie, c'est dans les années 50, et à partir des années 70, on modélise. Et si on modélise, on peut prédire. Et qu'est-ce qu'on prédit? On constate que les stocks sont finis. Quel est l'impact du concept d'écosystème sur notre rapport à la nature? Il est tout à fait fondamental. Il est tout à fait fondamental tout en étant pourtant limité. Pourquoi? Mais pour l'écologie scientifique, la nature reste un système d'objets. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour l'écologie scientifique, la nature reste un système d'objets. Alors, l'être humain, où est l'espèce humaine dans l'écosystème? Bien entendu, l'espèce humaine est un élément de l'écosystème. Et là, c'est une rupture radicale avec Descartes. Effectivement, l'espèce humaine est un élément de l'écosystème. On est donc dans une logique de participation, mais dans une logique de participation à l'intérieur d'un système théorique qui garde bien de manière radicale la distinction sujet-objet. Alors, un des éléments tout à fait décisifs, c'est la problématique des stocks finis. Alors, vous êtes des scientifiques, donc je ne vais... Quand je fais un exposé devant des plus jeunes, je passe en revue tout ça pour montrer vraiment comment ça porte. Ici, comme vous savez ça mieux que moi. Mais donc, en amont des activités humaines, la démographie. La démographie, chacun sait qu'on est 7 milliards maintenant. J'ai lu récemment qu'il y avait un article des Américains dans le Lancet qui, oui, un modèle dirait que ça pourrait se stabiliser même plus tôt qu'on ne le pense, aux alentours de 2060, aux alentours de 10 milliards. D'autres modèles sont plus pessimistes et vont jusqu'à 12-13 milliards aux alentours de 2100. Mais la question est de toute façon là. Est-ce que thermodynamiquement, la Terre est capable de nourrir 13 milliards d'individus? Grosse question. La question de l'énergie, bien entendu. Quoi qu'il en soit, des options prises, nos enfants devront avoir, et je parle même pas des petits-enfants, je parle de nos enfants, devront avoir imaginé un autre rapport à l'énergie que celui qu'on a actuellement. C'est vrai de l'agriculture. J'ai encore lu ce matin que les rapports de force pour la politique européenne sur l'agriculture, chacun sait que si l'agriculture ne change pas, l'objectif en termes de CO2 posera problème. Manifestement, les lobbies sont terriblement forts et ce n'est pas sûr que ça changera très vite. La question de l'eau potable, la question des minerais, auxquels on ne pense pas en général. C'est-à-dire que, même bêtement, un bête GSM tel qu'il existe maintenant, tel que vous avez pour la plupart dans votre poche, on n'aura sans doute plus les moyens de le construire exactement de la même manière dans 15 ans. Il y a des matériaux qui seront dispersés, qui ne seront plus disponibles. Aussi dans 15 ans. J'espère que dans 1000 ans, il y aura encore des hommes sur Terre. Mais pour qu'ils puissent vivre un peu correctement, il faudrait qu'on leur laisse des matériaux et des matières premières. Bon, ça, c'est en amont de l'activité humaine. En aval des activités humaines, c'est toute la problématique des pollutions, c'est toute la problématique de l'eau de mer, toute la question du plastique qui revient sur le... Donc, et le climat n'est qu'une des dimensions particulières du fait qu'effectivement, l'atmosphère est une fine pellicule autour de la Terre et que l'activité humaine aura un impact sur le climat. Bon. Donc, sur le plan plus philosophique, dans le rapport à l'environnement, la problématique des stocks finis, si vous voulez, a été aussi nourrie par cette image, qui est le lever de la Terre sur la Lune. Enfin, c'est une image que les philosophes interprètent et qui a eu un impact psychologique tout à fait important. On est là-dessus, on le sait. On le savait bien avant d'aller sur la Lune, bien entendu. Mais lorsque vous le voyez de cette manière-là, vous dites, les stocks finis, mais ça crève les yeux. C'est un vaisseau spatial, on est 7 milliards sur un vaisseau spatial, et on doit
non seulement s'entendre, mais gérer la vie dans une perspective donc de durabilité. Mais la question de l'écologie va encore plus loin que le rapport à un concept de monde fini. Il y a un changement profond du rapport à la science. Pourquoi? La plupart des problèmes écologiques ont souvent une dimension technologique. Le concept d'anthropocène vient de là, d'ailleurs. D'où vient le concept d'anthropocène? Depuis qu'il y a des hommes sur Terre, ils changent leur environnement. Si vous faites un feu dans une caverne, vous changez l'environnement. Mais depuis 1950, grosso modo, on a les technologies et le mode de fonctionnement qui fait que l'activité humaine a un impact sur les variables fondamentales de l'ensemble de la planète. Mais ça change tout. Ça change tout. Et en certains égards, c'est fortement lié à un développement scientifique mal maîtrisé. Un exemple, je ne sais pas si... La couche d'ozone, on n'en parle plus. Le trou dans la couche d'ozone, on n'en parle plus. Un certain nombre d'entre vous, j'imagine, ont fait de la biologie. Alors l'ozone, c'est très particulier. Si on a trop au niveau du sol, c'est un problème pour ceux qui respirent. Mais le trou dans la couche d'ozone, c'est au-dessus. Je vous rappelle qu'avant, initialement, l'atmosphère était réductrice, que c'est l'activité biologique à l'intérieur de l'océan qui a transformé l'atmosphère réductrice en atmosphère oxydante, ce qui a permis, avant même que la vie vienne en dehors de l'eau, il a fallu que se crée une couche d'ozone pour protéger précisément la Terre de la violence des ultraviolets. Donc, quand on parle de couche d'ozone, on n'est pas pour rien. Alors, j'aime bien prendre cet exemple-là. Pourquoi? C'est évidemment les scientifiques qui ont repéré la couche d'ozone. Sans scientifiques, et qui ont repéré le trou dans la couche d'ozone. Sans les scientifiques, pas de repère. Les scientifiques ont mis d'art le paquet et ont très vite vu à quoi c'était lié. C'était les CFC qui sont utilisés dans le système de refroidissement. Autrement dit, c'était les scientifiques qui étaient la cause. Et ils ont trouvé aussi la solution. Donc, je trouve par rapport à la science, on n'est plus dans une attitude naïve qui vous dit que toute nouveauté scientifique est un bien-être pour l'humanité. Eh bien non. On est dans une attitude critique qui dit, s'il y a du neuf, wait and see, regardons, analysons, évaluons, et après, alors, on peut adapter. Donc on n'est pas anti-scientifique, on est tout simplement critique au sens technique, philosophique, de prise de distance, d'une évaluation, avant de mettre quelque chose sur le marché. Un autre rapport au temps et à l'espace. Alors ça aussi, c'est tout à... Je viens de sortir, je l'ai reçu ce matin même, un bouquin que le Centre d'action laïque de Bruxelles vient de sortir sur la multilatéralité dans les négociations. Vous me direz, qu'est-ce que j'ai été foutre là-dedans? Tout simplement, il y a un gars qui m'avait entendu parler de ça. Comment gère-t-on un écosystème? Si vous prenez le bassin de la Meuse, c'est pas compliqué le bassin de la Meuse. Enfin, la Meuse, c'est pour un bon tiers, si pas la moitié en France. Il y a une partie en Belgique, il y a une partie... Autrement dit, la géographie pertinente pour la gestion d'un problème écologique n'a rien à voir avec les États. Par conséquent, il va de soi que la problématique écologique impose un rapport, une gestion qui soit nécessairement multilatérale. Bon, si vous refusez la multilatéralité, du style Trump, puisque c'est précisément ça, vous passez à côté d'une dimension essentielle de la question écologique. Alors là, je vous parle du bassin de la Meuse, bon, c'est pas grand-chose. Si je vous parlais du bassin du Danube, ce serait déjà plus compliqué. Et si je vous parle de la qualité de l'air, si je vous parle des plastiques dans les océans, la référence, c'est l'écosystème Terre. De telle sorte que l'écologie a même l'écologie scientifique, je parle, a cet impact quasi inespéré, j'ai presque envie de dire. C'est que la seule manière d'être réaliste, c'est d'être universaliste. Vous savez, dans les années 70, les gens qui s'occupaient du tiers-monde, on les prenait pour des fadas qui cassaient les pieds à tout le monde. Pour le moment, ce n'est pas s'occuper du tiers-monde, c'est s'occuper de notre monde. Notre monde est un village, la planète Terre est unique, on est obligé, la seule manière d'être réaliste, c'est d'intégrer la planète Terre dans sa globalité. Alors là, le concept de respect de la nature commence à prendre un sens. Quel sens ça prend? C'est la prise au sérieux de la contrainte environnementale. Voilà.
Et le concept de durabilité intervient dans ce sens-là. Mais en plus, on se rend compte que c'est une remise en cause de nos modes de vie. Que ce soit production, distribution, consommation, déplacement, énergie, on est dans une dynamique qui en appelle à une modification profonde de notre fonctionnement sociétal. Qu'est-ce qu'il en est du rapport à l'animal? Dans le rapport à l'animal, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que dans tout ce que je viens de dire, prenez même tout ce débat, où est le respect de la nature là-dedans? Tout ce dont je vous parle, c'est l'intérêt de l'humain. C'est l'intérêt de l'humain, non? À aucun des points que j'ai cités, on ne respecte la nature pour ce qu'elle est. Peut-être la biodiversité, encore que. Il y a moyen de parler de la biodiversité en disant qu'il faut éviter le collapse, etc. Donc, d'une certaine manière, si vous voulez, l'écologie scientifique, sa posture spontanée, c'est de dire qu'il faut respecter tout ça, sinon on va se casser la figure. Mais si vous dites sinon on va se casser la figure, ça veut dire que vous ne respectez rien, vous respectez l'humain. Il y a moyen de faire une politique écologique en se foutant pas mal, aussi bien de l'animal que de mais on se met dans une seule perspective, qui est de respecter l'humain et d'assurer la survie de l'humain. Ça dit en passant, c'est qu'il y a pas mal. Je ne veux certainement pas mépriser ça. Alors c'est pour ça que j'aime bien cette... pourquoi il faut sauver le panda? Vous croyez très sérieusement que les humains ne sauraient pas vivre sans panda? Pourquoi sauver le panda? Eh bien, c'est la question qui taraude je vous ai parlé de 4 rapports. Il y a au moins encore le 3e rapport, si vous voulez le comprendre. Et je trouve qu'il faut comprendre l'écologie profonde. Parce qu'il y a une pertinence fondamentale. Quelle est l'intuition de l'écologie profonde? Mais que si la nature est respectable pour ce qu'elle est. On ne doit pas respecter le lion parce que je ne sais de quoi il intervient comme régulateur à l'intérieur de l'écosystème steppe. Quand vous allez à un arbre, je m'adresse à des forestiers, mais je viens moi-même, j'ai beaucoup aimé beaucoup d'exposés, mais y compris celui pour les enfants. Moi, je suis à Gaumet, la région de Virton, et j'ai passé mon enfance dans la forêt. Mais quand vous voyez un arbre, même tour forestier que vous êtes, vous ne vous dites pas quel magnifique système de transformation énergétique. Mais vous dites, crénon. J'aime bien me balader dans la forêt gaumaise, parce que c'est plus sauvage que la forêt de Soignes, mais c'est domestiqué de la même manière. Mais vous savez, on parle des cathédrales, les forêts cathédrales. Mais dans mon petit bled, je me balade dans des forêts cathédrales, avec des fûts. Alors quand je vois un fût de 30 mètres, je ne me dis pas, putain, ça va faire des planches. Mais non, c'est beau. C'est beau. Mais quand vous dites ça, vous parlez de la nature. Paradoxalement, je suis au-delà de l'écologie scientifique. Eh bien, tous ces mecs, Arnenas, Aldo Leopold, c'est pas pour rien. Arnenas, c'est un Norvégien, pardon. Vous avez déjà vu la Norvège? 2000 km de la Norvège, de sud au nord. Donc c'est Bruxelles-Gibraltar, c'est pas Bruxelles-Marseille. 2000 km sur 200 km de large. Et ils sont quoi, 5 millions? Ils sont peut-être 7, je n'en sais rien. Ils sont moins que nous, en tout cas. Ils ne sont pas 10 millions. La nature, ils savent ce que c'est. L'état de nature, si vous voulez, eux, Aldo Leopold, c'est le même du côté des Américains. Ils ont des réserves naturelles de la dimension de la moitié de la Belgique. Donc l'état de nature, cette altérité de la nature qui vit sans nous, et cette prétention de l'humain qui prétend juger la nature, ils trouvent ça insupportable. Et par conséquent, ils développent ce qu'on appelle des métaphysiques écocentrées, qui disent que d'une certaine manière, mais l'humain est un élément de la nature, point, mais qu'il redécouvre qu'il est élément de la nature. Et ce qu'il faut respecter fondamentalement, c'est la nature, c'est pas l'humain. Voilà. Globalement, ça, c'est là. Mais alors ça veut dire, donc c'est une inspiration. Vous trouvez ça aussi, prenez Goethe par exemple. Dans la tradition germanique, vous avez aussi un rapport à la nature beaucoup plus romantique et beaucoup plus fusionnel comme ça. Vous avez alors qui se paye par un refus de l'anthropogénisme et un refus de l'anthropocentrisme. Ça veut dire quoi l'anthropogénisme? Si vous voulez, ces gars disent, qu'est-ce que l'humain
se permet, pour qui il se prend, en décidant de la valeur d'un animal. Mais ce n'est pas à l'humain dire quelle est la valeur d'un animal. L'humain a à apprendre l'animal tel qu'il est, d'une certaine manière, et prendre acte du fait de la valeur intrinsèque de l'animal. Et alors, comme deuxième corollaire, j'ai presque envie de dire, l'anthropocentrisme, alors là, c'est la fin des haricots pour eux, quoi. Considérer que la supériorité de l'humain par rapport à l'animal, mais complètement indéfendable. Si vous êtes fasciné par la nature dans ce qu'elle a de merveilleux, ben, d'une certaine manière, vous construisez une métaphysique écocentrée dont les conséquences sont celles-là. Il n'y a pas que les romantiques. Parce que je vous assure que celui-là, ce n'est pas un romantique. C'est un géologue de haut vol, James Lovelock, alors qui, à partir de la géologie, part de l'a priori qu'il faut penser effectivement la gestion de la Terre à partir de ce qu'il appelle l'hypothèse Gaïa. L'hypothèse Gaïa, c'est Gay, hein, la Terre en grec, comme vous le savez. Au fond, il s'agit de considérer la planète Terre comme un organisme. Mais si vous considérez la planète Terre comme un organisme, vous voyez la charge des concepts, ben, ça veut dire que les espèces sont des tissus. Et qu'est-ce que c'est que l'espèce humaine? Quand vous analysez l'impact de l'espèce humaine sur l'organisme Terre, ben, c'est un cancer. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer? C'est un tissu dangereux qui se développe anormalement au détriment des autres tissus. Si vous ajoutez à cela l'ingrédient de l'égalité humain-animal, l'écosystème comme référent éthique ultime, dans certains de ses écrits, c'est assez effarant, mais il parlait au fond, le nombre idéal d'humains sur Terre, ce serait 700 millions. On est 7 milliards, hein. Bon, c'est très gentil comme hypothèse. Bon, enfin, je veux dire, où c'est qu'on va? Non, vous comprenez, dans une perspective telle que celle-là, et comme avant aussi, comment la problématique, je reviendrai sur la problématique de la modernité et du primat de la subjectivité, dans la question est-ce que l'humain est supérieur à l'animal ou non, est en jeu des considérations énormes. Hein. Je vous signale quand même qu'il y a des interprétations du génocide rwandais comme un des premiers génocides véritablement écologiques, liés à une surpopulation locale. Alors, si vous développez en plus l'idée qu'au fond, des populations s'en fout, mais que ce qui compte, c'est l'écosystème Terre, bonjour les dégâts. D'où l'importance, si vous voulez, et c'est la quatrième position qui est très présente aussi, et que je voudrais développer, et qui est bien, hein, je ne cache pas la couleur de mes positions, mais bon voilà, mais ça se discute, hein, ça fait partie du jeu en philosophie, on est là pour se bagarrer même à la limite, dans les débats en philo, ça chauffe toujours, bon alors voilà. Edelman, c'est un mec que j'apprécie beaucoup. Figurez-vous que je viens sortir un bouquin en 2020, chez Brill en anglais, sur Free Will, Causality and Neuroscience. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on peut défendre les neurosciences? Est-ce qu'on peut être un neuroscientifique spécialiste du cerveau et défendre le concept de libre arbitre? La réponse d'Edelman est oui, et je trouve qu'il a raison. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, pourquoi je vous parle de ça? Mais parce qu'Edelman est bien conscient. Il parle de la conscience primaire des animaux. Il parle de la conscience animale. On est aux antipodes de Descartes. Paradoxalement, les neuroscientifiques peuvent participer largement à la restauration, je dirais, du statut de l'animal dans notre culture. Parce que, bien entendu, si vous le placez dans une perspective évolutive, on est bien dans une perspective évolutive pour tout biologiste, il y a ce que je mets là en dessous. Il y a un principe de continuité et un principe de seuil. S'il y a continuité, la conscience n'est pas apparue comme ça. Il y a conscience animale, dit Edelman. Et la conscience, c'est quoi? C'est ce qu'il appelle le présent remémoré. C'est une mémoire
une mémoire qui est accumulée dans le cerveau. Bon, il a beaucoup travaillé sur le... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques au niveau nerveux, mais c'est passionnant. Hein. Au fond, quelque part, si vous voulez, la mémoire, c'est quoi? C'est la stabilisation de certains circuits au niveau du système neuronal. Bon. Et qu'est-ce qui se passe quand un prédateur se trouve en face d'une proie? Mais le prédateur reconnaît peut-être la proie qu'il a ratée il y a 15 jours. Donc on est dans un registre, si vous voulez, où, d'une certaine manière, en situation, l'organisme mobilise toutes les informations, de telle sorte que toutes les stratégies qui ont été mises au point dans l'apprentissage de la chasse conduisent effectivement à un comportement beaucoup plus complexe et beaucoup plus adapté. Eh bien, cet aspect-là, c'est le présent remémoré. Mais qu'est-ce qui distingue la conscience primaire animale, dans le discours d'Edelman, de la conscience d'ordre supérieur? C'est la terminologie d'Edelman lui-même, c'est le langage articulé. Le langage articulé nous met dans une situation de représentation. Chez l'humain, le rapport au monde est médiatisé par le langage. Et le langage, par conséquent, est une sorte de distanciation, mais qui permet alors au comportement humain de s'inscrire dans une temporalité longue, et par conséquent d'anticiper. Et qu'est-ce que c'est qu'être libre dans ce domaine-là? Ben, c'est tout simplement avoir une marge de manœuvre. C'est évident que vivre, être humain, le corps est un système de contraintes qui nous laisse une marge de manœuvre. Et cette marge de manœuvre, on l'utilise par le langage. Voilà. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que vous avez là une posture complètement évolutionniste, complètement anti-cartésienne sur le plan aussi bien du statut animal que du statut de l'humain, et vous avez une position qui à la fois respecte la continuité entre l'animal et l'humain et la spécificité de chacun. Le concept de seuil n'est pas en opposition à un concept de continuité. Un deuxième mec qui va dans le même sens, ça c'est un éthologue, ce n'est pas du tout un neuroscientifique. Je suppose que vous avez entendu parler de Franz de Waal. Bon, tous ces travaux sur l'empathie, c'est complètement... Les éthologues font maintenant des choses absolument impressionnantes. Hein. Donc il y a tous ces travaux sur l'empathie, le concept d'émotion chez l'animal. Figurez-vous que dans ma jeunesse, et encore après d'ailleurs, mais peu importe, donc au début je donnais des cours aux vétérinaires. Hein. Vous avez de la philo avec les vétérinaires. Eh bien c'était passionnant. Vous êtes affilié avec des vétérinaires. Mais à ce moment-là, où j'ai commencé assistant en 1980, oser parler d'émotion animale en 1980, ben vous passiez pour quelqu'un qui faisait de la projection et qui n'avait aucun sens de la rigueur scientifique. Bon, je ne suis plus tout jeune, hein, donc j'ai vu cette évolution. Mais ce sont des travaux qui datent des années 90-2000. C'est révolutionnaire dans le monde des biologistes. Un animal a des émotions. Donc, c'est important. Si vous voulez, les travaux les plus récents en sciences me semblent restaurer une image de l'animal comme vivant et pas comme mécanique. Une mécanique n'a pas d'émotion. Une bagnole, ça parle. Hein. Je veux dire, il y a un bruit. C'était la thèse cartésienne. Ce n'est pas un bruit, c'est une émotion. C'est tout autre chose. Si j'en reviens au niveau alors là, cette fois-ci, de l'environnement, mais ça pourrait être vrai aussi pour l'animal, ça va peut-être vous étonner. C'est sans doute une des choses bon, j'ai appris beaucoup de choses en faisant la philo. Hein. Mais ça, je ne m'y attendais pas. J'ai toujours fait beaucoup de piano dans ma vie, et j'en fais encore maintenant. Quand j'étais jeune, je jouais foot, je faisais du piano, je faisais un boulimique de l'existence. Mais pour moi, le piano, c'était un passe-temps très agréable. Pour le philosophe, le beau, ce n'est pas un passe-temps très agréable. C'est un des fondamentaux de l'existence humaine. Pour les Grecs, il y a 3 universaux. Le vrai, le bien, le beau. Ils ne veulent pas dire par là que tout le monde a le même sens du beau, mais ils veulent dire par là que le beau est une dimension essentielle de l'humanité. Et si vous restez au niveau de l'écologie scientifique,
vous ratez une dimension essentielle du nouveau rapport à la nature qui est en train de s'instaurer. C'est que la nature est belle et que la beauté, ça nourrit l'humain. Philosophiquement, la beauté, c'est un mot à prononcer toujours avec la plus grande prudence et la plus grande vénération. La nature est belle. Qui c'est qui s'occupe? Qui c'est qui s'occupe de la nature en termes? C'est l'UNESCO. J'ai des collaborations avec l'UNESCO à Paris. C'est l'UNESCO qui s'occupe des Gilles de Binche et qui s'occupe des gorilles des Virunga. Et qui s'occupe des réserves naturelles. Même historiquement, les Yellowstone, je pense que c'est une des toutes premières réserves naturelles au monde. Il y avait une mission comportant des scientifiques et des juristes. Je ne sais pas ce que les juristes faisaient là, toujours est-il que, historiquement, il y avait les scientifiques étaient déjà en train de mettre au point des plans de gestion. Les juristes ont dit, c'est trop beau, on n'y touche pas. C'est trop beau. Si vous laissez tomber l'argument de l'esthétique dans le rapport à la nature, vous passez à côté d'une dimension essentielle. D'où alors, si vous voulez, bon, Heidegger, je le mets par honnêteté intellectuelle, c'est un infâme bonhomme, hein, comme vous le savez, enfin bon, je ne veux pas rentrer dans les bas. Du temps hitlérien, il était nazi, et même après, il n'a jamais voulu reconnaître qu'il s'était trompé, donc vous voyez, ce genre de bonhomme. Mais pourtant, c'est un des grands génies philosophiques du XXe siècle. Comme quoi la philosophie a ses limites aussi. Hein. Hans Jonas, vous avez entendu parler, le principe responsabilité, le nouvel impératif catégorique, agit de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. La dimension éthique, je reviendrai avec plus de détails sur la question de la dimension éthique. Mais à partir du moment où on s'inscrit dans une perspective où l'animal, c'est un petit cousin au fond, même un arbre, c'est faramineux, la conception, si vous voulez, la théorie unificatrice, la théorie cellulaire du vivant. Mais ça vous dit que les végétaux ont la même structure de fonctionnement que les animaux. Les bactéries ont le même code génétique que l'humain. Mais c'est tout sauf secondaire, ça, quand même. On n'est pas seulement dans le même bateau. Il n'y a que des cousins. Hein, il n'y a que des cousins. Donc on est dans une dynamique, ça c'était, dans une dynamique de la continuité qui fait en sorte, si vous voulez, que c'est Stuart Kauffman, c'est un physicien pourtant qui a un titre absolument remarquable, At Home in the Universe. At home. Chez soi, au coin du feu, c'est ça que ça veut dire. Hein, c'est pas la maison, c'est pas bêtement la maison. C'est au fond l'humain, la nature. Mais c'est at home. Il est chez soi. C'est ce qu'il a produit. Et par conséquent, par le langage, c'est le seul à en être responsable. Alors je veux bien qu'on négocie avec les loups, hein, je ne sais pas, et je comprends que ça a un sens. Mais enfin, c'est quand même l'humain qui décide de négocier, et c'est comme lui qui prendra les options politiques. Hein, les orques. Hein, les orques sont des animaux intelligents. Enfin, on peut pas demander aux orques de gérer les écosystèmes pour qu'ils survivent. De fait, l'humain est responsable. C'est une posture de fait. C'est même pas une posture philosophique. Alors je admets qu'on est toujours dans l'interprétation. Mais ça, c'est la posture, c'est la position de Hans Jonas. L'humain est effectivement responsable de l'environnement. Alors il peut faire semblant qu'il ne l'est pas, il peut se dire, ouais, mais il est effectivement responsable de l'environnement. Et ça, c'était donc le quatrième rapport à la nature, où alors là, vous voyez qu'il y a un concept de respect de la nature qui commence à prendre un sens fort. Un arbre est respectable pour ce qu'il est. Parce que toute vie est respectable. Alors, vous ne pouvez pas... C'est ça la question et à la fois la force de la chose. Un brin d'herbe. La probabilité qu'on trouve un brin d'herbe ailleurs que sur Terre dans le système solaire est quasi nulle.
Dans l'ensemble de l'univers, étant donné le nombre de galaxies, il est fort possible qu'il y a quand même d'autres... On n'en sait rien. Mais la probabilité de trouver un brin d'herbe est nulle. Un brin d'herbe, c'est admirable. Il n'est pas contradictoire de dire qu'un brin d'herbe est admirable, pourtant on ne va pas dire qu'un brin d'herbe est respectable comme l'humain. Hein, non. Mais c'est admirable. Alors, si vous voulez, le respect de la nature qui s'inscrit d'une part dans une véritable prise au sérieux de la nature comme altérité et comme ce qui doit être respecté pour ce qu'elle est, première chose, et d'autre part, ça s'inscrit aussi dans une perspective où il y a une hiérarchie possible. Un brin d'herbe, c'est admirable, mais ce n'est pas respectable comme un humain. Voilà. Il y a peut-être dans le concept de respect des certains degrés à faire valoir. Et je trouve que c'est une thèse que je défendrai, parce que dans la dimension esthétique, la dimension esthétique, c'est l'humain aussi qui parle d'une dimension esthétique. On reste bien dans une perspective où l'humain est à la fois à l'origine de l'éthique et même d'une certaine manière anthropocentré. Pourquoi ? J'en arrive à ma deuxième partie. Je peux parler jusqu'à quelle heure? Je ne sais plus. Ça, c'est... J'ai commencé en retard, hein, donc... Pardon? Non, mais ça va, il y a pas... 15 minutes, c'est très bien, c'est très bien. Donc j'en arrive à ma deuxième partie. Quand on voit la distance prise par rapport au concept cartésien de rapport à la nature, on se dit, est-ce que ce n'est pas la modernité elle-même qui est en cause? C'est quoi la modernité? Revenons Descartes, mais cette fois-ci pour autre chose. Je vous ai dit en introduction déjà, pour le philosophe, c'est quoi le moderne? Alors le mot moderne, si vous voulez, étymologiquement, ça veut dire le plus récent. Alors on dit un mec il est moderne parce qu'il se met à la mode et compagnie, et effectivement c'est un mot qui est... Mais la modernité au sens philosophique, c'est qu'est-ce qui caractérise la sortie du Moyen-Âge? L'époque moderne, chez les historiens, c'est l'époque entre le Moyen-Âge et la période contemporaine. Qu'est-ce qui caractérise cette époque? Pour le philosophe, c'est précisément la caractérisation est tout à fait essentielle. Mais qu'est-ce qui caractérise cette époque? J'en reviens à mon Descartes et à l'affaire Galilée. Galilée se fait condamner pour avoir défendu l'idée, enfin après je ne rentre pas dans les détails, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, non pas le Soleil, la Terre, le centre de l'univers. Comment Descartes lit ça? Qu'est-ce qui se passe dans une société lorsque, par la raison, on arrive à une conclusion qui est en contradiction avec le discours religieux? Regardez Jean Hus, regardez... bon, il y a plein d'exemples. Au Moyen-Âge, si vous vous permettez d'aller à l'encontre, que ce soit rationnel ou non, vous passez sur le bûcher. Le rapport de force est clair. Galilée a eu l'intelligence mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. C'est un anachronisme. Mais, donc Galilée a signé le fait que c'était bien la Terre le centre de l'univers, en sachant très très bien que c'était... Pourquoi? Parce qu'il a mis au point une méthodologie qui démontrait le contraire. Quelle conclusion en tire Descartes? Par la raison, l'être humain est capable d'arriver à la vérité. Tout seul. Or, Descartes, c'est un grand chrétien. La raison, c'est le plus beau cadeau que le bon Dieu nous a fait, dit Descartes. Donner, c'est donner. Donc je joue avec la raison, et si j'établis des choses qui vont à l'encontre de la théologie, ça, c'est une révolution culturelle. Dans la posture cartésienne qui pense l'affaire Galilée, mais est en jeu la liberté, est en jeu la démocratie. C'est le démarrage de la démodernité. À partir du moment
où l'instance de la vérité, c'est le sujet humain, et tout sujet humain, hein, ce n'est pas les gens intelligents. L'être humain, par sa nature, est un être de raison. Et par conséquent, si vous voulez, par sa raison, l'être humain peut accéder à une vérité universelle. C'est la science, comme c'est la métaphysique d'ailleurs chez Descartes. Je reviendrai sur le statut de la métaphysique. Mais pas seulement pour la vérité. 150 ans plus tard, un mec comme Kant. Bon, j'y vais encore aujourd'hui, excusez-moi. Mais un mec comme Kant dit par sa raison, l'être humain est capable de se donner une éthique universelle. On croit que la modernité, c'est chacun son éthique. Philosophiquement, en tout cas, c'est pas du tout correct. Même André Léonard, hein, il ne pétait pas d'avant-gardisme, ce mec. Mais c'est un philosophe qui connaît bien l'histoire de la philosophie et qui vous dit l'être humain, par sa raison, est capable de se donner une éthique. L'éthique est une des branches de la philosophie depuis que la philosophie existe. Lisez l'éthique à Nicomachre chez Aristote. C'est aussi une invention de l'Église de faire croire aux humains que s'ils n'étaient pas là, que si l'Église n'était pas là, il n'y aurait pas d'éthique. Mais il y avait une éthique avant que l'Église soit là. Pire, il y a certaines listes de vertus que vous trouvez chez saint Paul. Quand vous voyez, chez les exégètes, ils ont ce truc-là. Quand vous voyez une liste, c'est pas saint Paul qui a écrit la liste, hein, c'est de la foutaise, ça. Il y a des listes qui circulent. Et ces listes, ce sont des listes qui viennent typiquement des stoïciens. Par conséquent, l'éthique paulinienne, elle vient des philosophes. Enfin, donc, si vous voulez, il faut bien avoir ça. Et ça, c'est quelque chose qui paraît vraiment... Même Edelman ne comprenait pas ça. Edelman dit, voilà, s'il n'y a pas d'âme, c'est foutu, on ne comprend pas comment les gens vont être éthiques. Écoutez, la question éthique est une question fondamentale de toute culture. Depuis qu'il y a des humains sur Terre, il y a des éthiques. Et les éthiques de l'Antiquité, c'est pas rien. Le stoïcisme contre l'épicurisme, lisez l'éthique à Nicomachre. Bon, on est en plein débat. Bien. Autrement dit, Kant, c'est un aristotélicien quelque part. Mais il dit, par sa raison, l'humain est capable de se donner une éthique. Ça demanderait des impératifs catégoriques, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui caractérise enfin la philosophie politique? Mais à partir du moment où vous partez que chaque être humain est un être de raison, qu'il est capable d'un accès à la vérité, qu'il est capable de se donner une éthique, ben, il est capable de choisir ses bons gouvernants. D'où sous l'émergence progressive, et je mets volontairement même l'Angleterre en 1689. En 1689, vous avez le Parlement Act qui limite les pouvoirs du prince. On est dans un registre, si vous voulez, où cette confiance en l'être humain comme être de raison est à l'origine, bien entendu, de la réflexion pour une démocratie. On parle beaucoup de Spinoza maintenant dans les neurosciences, lisez les textes politiques de Spinoza. On est au XVIIe siècle et on parle déjà d'un gouvernement démocratique. De telle sorte qu'on peut... Alors, conclusion, en plus, il y a un concept englobant auquel on a fait allusion, c'est Condorcet, le concept de progrès. On croit que le concept de progrès est un concept de toute éternité, mais non. L'histoire même, l'humanité, d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, les philosophies d'histoire datent du XIXe siècle, de même que les théories de l'évolution biologique. Le XIXe siècle, c'est la prise de conscience de l'historicité du processus. C'est la fin du XVIIIe que Condorcet met ce concept de l'histoire comme un progrès. L'humanité a un progrès grâce à la science, grâce à la démocratie, grâce à l'éthique, grâce à la raison. Autrement dit, le projet moderne, c'est ça. On est à la fin du XVIIIe siècle. Il n'y a pas que la Révolution française, il y a la Révolution américaine, et même la Révolution belge. Il ne faut pas rigoler de la Belgique. Je trouve que quelque part, on a une constitution qui date de 1830, qui est impressionnante par son intelligence. Il faudra qu'on revienne sur le sujet si ça vous dit, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui caractérise le moderne? C'est une triple autonomie du vrai, du bien, du politique. Je ne suis pas sûr. La modernité, si vous remontez la modernité en cause, c'est ça que vous remettez en cause. Mais n'empêche, si on fait un historique, il y a une crise de la modernité au XXe siècle. Je fais un historique qui va à grands pas. Hein. Pourquoi? C'est quoi il y a d'une part les événements et d'autre part les théories. Mais les événements, c'est les guerres mondiales. En 1790,
Kant avait un texte qu'il a intitulé « Sur la paix perpétuelle ». Vous vous rendez compte? Mais Kant dit, si l'être humain est un être de raison, il nous faut construire un droit international. Le droit, c'est la médiation contre la violence. Qu'on ait même un gouvernement international qui règle les questions. Stefan Zweig, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Stefan Zweig, mais il a un texte de 1939 qui est absolument prodigieux, qui décrit la désespérance profonde de tous les intellectuels en 1914. C'est l'échec de la modernité. Le deuxième point, c'est encore plus terrible. La colonisation. Vous savez qu'il y a eu deux phases de colonisation. La première phase, c'était les conquistadors en Amérique du Sud et du Nord, d'ailleurs. C'était plus marqué. Enfin, il y a plein de dimensions. Il y avait une dimension aussi religieuse et de mission. Mais au XIXe siècle, cette dimension était complètement secondaire. On allait comporter les lumières de la raison à des peuples restés dans l'obscurantisme. La raison, qui, en Occident, s'identifie au concept de liberté, quelque part, a été traînée dans la boue de la manière la plus abjecte par la colonisation. Comment encore défendre l'être humain comme être de raison? Comment croire en la raison comme force libératrice quand on voit ce qu'on en a fait? Là, je suis très nietzschéen. Nietzsche, il démolit complètement la raison. Le pluralisme irréductible au niveau des significations, je vais en revenir au niveau du statut de la métaphysique. Mais au fond, si Descartes avait raison, on devrait tous penser la même chose. Mais il se fait qu'on ne pense pas tous la même chose, et pourtant qu'on se fait usage raisonnable, qu'on fait un bon usage de notre raison. Il ne suffit pas de faire un bon usage de la raison pour se mettre d'accord. C'est des gens comme Marx, Freud et Nietzsche qui vous le disent en termes théoriques. Dernier point, les problèmes psychologiques. L'écologie, regardez, si on ne change pas, on va dans le mur. Autrement dit, toute la présupposition moderne nous amène à une impasse quelque part. Donc, la question est donc, est-ce qu'on peut continuer à se dire moderne, ou bien est-ce qu'il faut trouver autre chose? Quelles sont les postures dans nos sociétés? Il y en a 4. J'en vois 4. Il y a mal mettre des nuances et tout ce qui s'ensuit. Mais enfin, moi, j'en vois 4. Première posture, le déni de la crise. Moi, je suis ébahi. Je suis ébahi de voir comment les grosses forces économiques sont encore enfermées dans leur logique à court terme. Ils travaillent comme à la fin du 19e. On est dans un registre de déni. Et ce n'est pas les petits marins, non, les grandes banques. Regardez Volkswagen. L'histoire de Volkswagen Gate, flouer le fisc. En Belgique, on s'en fout. Je peux en être fier, mais bon. Mais tromper, mettre la fine fleur des intellectuels sur un projet pour contourner un règlement sanitaire, et où dans le Lancet, vous avez des trucs, c'est de l'ordre de 40 000 morts prématurés à cause de cette connerie, pardon. Mais c'est immonde. Cette irresponsabilité du monde, des grosses finances. Encore, j'ai lu ce matin dans le journal, voyez, la PAC va être reconduite. Il y a le New Deal, il y a le Green Deal européen, eh bien, la PAC risque d'être reconduite comme si ça n'existait pas, sous la pression des lobbies. Alors, ils cherchent leur profit et tout ce que tu veux. Mais moi, c'est du déni de la crise. C'est de l'autruche. C'est une attitude qui est encore très dominante dans plein de lieux. Deuxième attitude, qui est le retour du religieux. Vous savez, les religieux... je parle ici des religieux intégristes. Je pense, pour moi, c'est même ça la définition d'intégriste. L'intégriste, c'est celui qui voit la modernité comme une catastrophe et qui attend que la modernité se casse la figure pour remettre l'église au milieu du village ou la mosquée au niveau du bled. On est exactement dans les mêmes schémas. Je vous signale quand même que Reagan, Trump père, Trump fils, qu'est-ce que je raconte, Bush père, Bush fils, et Trump,
ils s'appuient sur les intégristes religieux américains. Et c'est des gens d'une puissance absolument incroyable. Donc, il n'y a pas que l'intégrisme musulman. L'intégrisme protestant aux États-Unis est une puissance importante du Parti républicain, à tel point qu'il n'y a pas un président américain républicain qui oserait s'opposer à ça. Donc là, je pense, si vous voulez, que... Bon. Troisième posture, qu'on trouve beaucoup plus chez le monde des intellectuels. Parce que ce sont des gens qui ont mesuré la profondeur de la crise de la modernité. Et de dire, bon, ben dans ces conditions-là, laissons tomber. On voit bien que le concept de vérité universelle, il aboutit à quoi? Parce que c'est le puissant qui impose sa vérité aux faibles. C'est la lecture marxiste, c'est la lecture de Nietzsche, c'est moins la lecture de Freud, mais enfin, peu importe. Les grands récits conduisent toujours à des abominations, à des rapports de domination. Donc laissons tomber les grands récits. Le progrès est un grand récit. Les droits de l'homme, c'est un grand récit. Même le concept de science, la science ne vise plus la vérité, la science vise une maîtrise. Et il y a un universel de la maîtrise. Hein, comment il s'appelle déjà? Enfin, bref, peu importe. Il y a toute une réflexion sur la maîtrise, l'universel de la maîtrise. Vous mettez un médecin tout-puissant dans une campagne où il est face à un guérisseur qui est moins puissant, vous êtes dans un rapport de force culturelle. Et celui qui gagne, dans la maîtrise, il impose une culture. Autrement dit, si vous voulez, et alors il faut se mettre dans une logique de valorisation du différent. Dans la postmodernité postmoderne, et là je suis très clair parce que le postmodernisme c'est la position relativiste qui est le postmodernisme. Toute la vraie question, c'est comment penser le pluralisme sans être relativiste. Comment penser le pluralisme sans être relativiste? Eh bien, la modernité critique, c'est ça. C'est faire confiance en la raison, tout en sachant qu'il y a la finitude de la raison. C'est une confiance réfléchie en la raison. Confiance critique à la raison. Une connaissance critique, c'est quoi? C'est une connaissance qui est consciente de ses limites. Bon, ben, si vous avez ça en tête, une discipline scientifique dit des choses, mais il y a plein de choses qu'elle ne dit pas. Le biologiste ne dit pas ce que dit le psychologue. Et le biologiste moléculaire ne dit pas ce que dit l'éthologue. Ce qui me frappe en l'université, c'est qu'au fond, chaque discipline est une chapelle, et qu'en plus, il y a des chapelles qui ont tendance à mépriser les autres. C'est qu'une posture fondamentalement anti-universitaire. Ben, cette posture de connaissance critique, c'est une vraie posture universitaire. Chaque discipline a sa force et ses limites. C'est vrai de la connaissance, et c'est vrai du registre des significations. Quand on parle des métaphysiques, c'est ici le statut de la métaphysique. Qu'est-ce que c'est que la métaphysique? La métaphysique, c'est une approche rationnelle du sens de l'existence dans sa totalité. Disons, c'est une manière de dire les choses. Mais qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Mais qu'on est devant des métaphysiques qui reposent toujours sur des présuppositions. Mais s'il y a des présuppositions, ça veut dire qu'on n'est pas dans un langage qui peut conduire à l'universel, qui puisse s'imposer. Dans une connaissance des théories de l'évolution biologique, si vous êtes quelqu'un de raisonnable, vous potassez le dossier, vous pouvez dire, vous en arrivez à la conclusion qu'il y a évolution des espèces. Prenez l'existence de Dieu. Kant a fait l'exercice, il a pris toutes les preuves de l'existence de Dieu pour dire qu'il n'y en a pas une qui tient. Et la conclusion qu'il tire, c'est pas que Dieu n'existe pas, c'est de dire que la raison est donc incapable de démontrer l'existence de Dieu et la non-existence de Dieu. On est donc devant un irréductible pluralisme dans le registre des significations. D'où la difficulté, alors, qu'est-ce qui se passe dans l'éthique? On parle de l'éthique. Si vous prenez la problématique des droits de l'homme, pour beaucoup de philosophes, les droits de l'homme, c'est quoi? Mais c'est l'humain qui se donne à lui-même une éthique universelle. Tous les États ont signé les droits de l'homme. Ce n'est pas parce que, si vous voulez, dans la question de l'universalité de l'éthique, il y a une sorte de schéma, on dit l'éthique existe de toute éternité, on doit la trouver. Non. Dans une perspective même kantienne, l'idée est de se dire, mais construisons une éthique, un système de valeurs avec lesquelles tout le monde soit d'accord. Ben ça, c'est la posture d'Habermas. Il distingue les valeurs partagées par tous, qui doit laisser la place à des valeurs particulières. La diversité culturelle tient à ça. Si vous prenez la modernité, les droits de l'homme et la science, ben, en dehors de ça, vous pouvez vivre
Il y a une bonne marge de manœuvre. Eh bien, d'une certaine manière, c'est la position de la modernité critique. Lisez cette phrase, je la trouve absolument remarquable. Une société démocratique moderne est caractérisée non seulement par une pluralité de doctrines compréhensives, morales, philosophiques et religieuses, mais aussi par le fait que ces doctrines sont incompatibles entre elles, tout en étant raisonnables. Eh bien ça, c'est la définition de la crise de la modernité. On ne peut pas faire confiance à la raison. Alors la manière de faire confiance à la raison, c'est d'inscrire dans un dialogue. C'est la posture d'Habermas. Je conclus. Avant de conclure, généralement, j'introduis 3 situations très rapides. Il y a 2 parties à la conclusion. Si vous voulez. Non, il n'y a plus qu'un truc après, excusez-moi. Hein, pardon? Bon. Non, c'est important la conclusion. Je ne vais pas brosser la conclusion. Écoutez, j'ai brossé assez de cours pour savoir que c'est au dernier cours qu'il faut aller. Hein. Bon. Enfin, c'est parfait. Première dissociation. Il y a des confusions complètes. Une société moderne n'est pas une société occidentale. Si la modernité, c'est la science et la démocratie, en Inde, vous trouvez des ingrédients où il y a de la modernité. En Indonésie, vous trouvez vous prenez même la Tunisie. Donc c'est important à voir ça. La modernité est compatible. La modernité critique, telle que vous la définie là, est parfaitement compatible avec une diversité culturelle. 1. 2. Une société moderne n'est pas une société capitaliste. Si la science, si la modernité critique, c'est la science et les droits de l'homme, il n'y a pas que les capitalistes, et je mets volontairement les capitalismes au pluriel, parce que le capitalisme financier qu'on a maintenant n'a même plus rien à voir avec le capitalisme industriel des années 50. Première chose. Troisième mise au point, distinction entre progrès et croissance. Je pense que vous ne pouvez pas mobiliser une société autour d'un projet où il n'y a pas de progrès. Mais il peut très bien y avoir un progrès sans croissance. Si on réussit la transition écologique, de nourrir l'ensemble de l'humanité en maîtrisant le processus économique sans croissance, quel progrès fantastique. Je pense qu'une société doit être mobilisée autour d'un projet mobilisateur. Et le concept de progrès est un projet mobilisateur, à condition de dissocier du concept de croissance. Alors, moyennant cela, je pense que le concept de modernité critique vous permet d'envisager le rapport à la nature et la transition écologique en prenant à la fois en compte le concept d'écosystème dans ce qu'il a de fonctionnel et en allant au-delà du fonctionnel en respectant la nature pour ce qu'elle est. Et tout ça dans une perspective d'une modernité qui continue à maintenir le primat de la subjectivité, qui fait confiance en l'être humain comme incapable de faire de la science, qui fait confiance en l'être humain comme incapable de se donner une éthique. Je vous remercie.